Cette vidéo raconte l'histoire d'un charpentier, forgeron, serrurier, appelez-le comme vous voulez car ce type est littéralement un touche-à-tout, tout le monde le traitait comme un zéro mais il a fini par devenir le plus grand héros d'un autre monde. Saito était ce perdant typique, il travaillait dans une petite entreprise où son patron le maltraitait en le fouettant et en plus de cela le payait très mal, quelque chose d'assez courant ici au Brésil mais il est japonais et là-bas c'est un peu pire même qu'ils reçoivent plus que nous. Et alors qu'il vivait une vie complètement démotivée et dénuée de sens, Saito a commencé à se demander si c'était vraiment ce qu'il voulait pour sa vie. Puis un jour, alors qu'il rentrait chez lui, le célèbre Camion-kun décide d'entrer dans l'histoire et de l'emmener dans un monde complètement différent, rempli de sorciers, de guerriers et de créatures magiques. Saito se rend immédiatement compte que survivre dans cet endroit n'est pas si difficile car il n'a pas besoin de travailler de 7 à 7, ni même de travailler de 9 à 5, mais c'est là que la surprise arrive car dans ce monde tout le monde est occupé. Tuer des monstres. Et le fait que Saito soit un homme capable de tout réparer fait de lui un véritable dieu. Il finit rapidement par rejoindre un groupe d'aventuriers très particuliers qui ont besoin de son aide pour l'une de leurs missions inhabituelles. L'équipe comprend Raelza, une guerrière très forte mais quelque peu timide. Lafa, une petite guérisseuse qui a l'air mignonne mais qui se transforme en monstre lorsqu'elle utilise la magie. Le Morlock, un vieux sorcier super puissant mais qui oublie sans cesse comment utiliser ses propres sorts. Dans ce groupe, les compétences de Saito prennent enfin toute leur valeur. Il aide à transporter des cartons, répare du matériel et organise même l'équipement de l'équipe pour faciliter les déplacements. Tout le monde réalise à quel point il est précieux et Saito, pour la première fois, commence à se sentir valorisé, ce qui est un énorme changement par rapport à son ancienne vie. Un jour, un homme au hasard vend une épée de mauvaise qualité au propriétaire d'un magasin. Il l'achète pour 18 pièces d'or et Saito, en analysant l'épée, se rend compte qu'il s'agit d'une très bonne épée qui pourrait valoir jusqu'à 300 pièces d'or. Il croit qu'il peut résoudre ce problème grâce à ses compétences. Le lendemain, il se retrouve dans une grotte cachée face à un groupe de monstres rouges et le Morlock, qui devrait les aider, ne fait que les gêner. Et quand les choses tournent mal, Raelza apparaît pour sauver Saito et le Morlock, tuant les monstres avec son épée géante. Et après ce fiasco, Saito se rend compte qu'il a été un fardeau pour ses amis car sa mentalité de charognard ne correspond pas au monde brutal et magique dans lequel il vit. Alors, déterminé à changer, il décide d'apprendre tout sur les sorts du Morlock en quelques jours et ainsi il commence à être plus utile en mission, rappelant au vieil homme ses sorts. Plus tard, lors d'une lutte pour ouvrir une boîte mystérieuse, la grotte commence à s'effondrer. Saito finit par tomber et se blesser. Il se blesse au genou et il saigne. Incapable de bouger, il commence à être tourmenté par les souvenirs de sa vie misérable. Il se convainc que ses compagnons vont l'abandonner sur place. Mais, à sa grande surprise, Raelza, Morlock et Lafa surgissent en courant, paniqués, pour le sauver. Ils lui font comprendre très clairement qu'ils ne l'abandonneront jamais car il est un être irremplaçable. Ces mots remplissent le cœur de Saito d'un bonheur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, quelque chose que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo n'ont jamais ressenti. Le lendemain, les voilà face à un étrange monstre marin, plein de têtes et de bave, appelé une agi. Il n'était pas nécessaire de nommer cette chose. Raelza est déjà en panique car elle ne peut pas supporter qu'une créature couverte de slime la touche. Pendant ce temps, le Morlock lance un sort magique sur l'unagi, distrayant le monstre. Et Saito en profite pour attaquer avec son épée, achevant la créature. Il met ensuite à profit ses compétences de boss maléfique et transforme la viande du monstre en plat cuisiné. Et au moment où il le sert, tout le monde est complètement hypnotisé par son goût incroyable. Bientôt, il commence à insister pour que Raelza l'essaie aussi. Et quand elle prend enfin un morceau, on se rend compte qu'elle est entrée dans un état de pur bonheur. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, elle dévore tout comme une bonne fille. Après le dîner, ils continuent leur mission. Maintenant, dans une grotte mystérieuse, ils trouvent une boîte mystérieuse. Mais soupçonnant qu'il s'agit peut-être d'un piège, ils décident de le laisser derrière eux. Puis, plus loin, ils trouvent une autre boîte. Et Saito utilise ses outils pour l'ouvrir, révélant quelque chose en métal. Mais c'est comme ça qu'il fait, un liquide vert dégoûtant tombe directement sur l'armure de Raelza. Le métal corrodé et révélant ses courbes, tout le monde se sent un peu gêné, parce qu'il pensait qu'elle serait un monstre horrible. Mais elle est vraiment belle. Ils décident de continuer leur chemin, mais soudain, le Morlock ressent une vive douleur dans le cou. Il demande à Lafa d'utiliser sa magie pour l'aider. Mais la fée astucieuse exige une pièce d'or en échange. Et comme le Morlock est un vieil homme fauché après avoir perdu tout son argent au jeu, Saito propose de payer pour lui. Puis, curieux, Saito demande à Raelza pourquoi Lafa agit toujours comme un mercenaire. Raelza emmène Saito à Lafa. Et il se rend compte que la fée offre une pièce d'or à la lune. Et lorsqu'on l'interroge sur cet étrange rituel, Raelza explique que Lafa est une fée de la lune. Et malgré leur apparence douce, leur espèce a été maudite par la déesse de la lune. Donc s'ils n'offrent pas régulièrement des pièces d'or, leur corps commence à rétrécir. Raelza dit que dans le passé, les fées lunaires vivaient sur la lune, mais ont été bannies et envoyées sur Terre par la déesse maléfique. Comme entendu, Saito propose de rembourser la dette de Lafa avec son propre salaire. Mais Raelza dit que les fées de la lune sont fières et n'accepteraient jamais la charité. Le lendemain, Saito ouvre une autre boîte. Mais elle active un piège de téléportation qui le projette, lui et Raelza, au plus bas étage du grand labyrinthe. Heureusement, Morlock et Lafa ne sont pas affectés car leurs corps sont immunisés contre la magie. Soudain, un énorme golem de fer apparaît devant eux. Raelza demande à Saito de rester derrière elle et de s'enfuir si les choses tournent mal. Elle charge en avant avec son épée, mais le golem prend rapidement le dessus. Même si elle est blessée, Raelza insiste pour que Saito s'échappe. Mais il rassemble son courage, saute sur le golem et verse dessus un liquide de métal en fusion. Dans une attaque finale, le golem jette Saito au sol, le laissant gravement blessé. Et Raelza continue de se battre, désespérée, tout en implorant l'aide de Lafa
Lafa et du Morlock. À ce moment-là, elle se souvient d'une potion miracle que le Morlock lui avait donnée un jour, appelée la goutte de vie. Alors, sans réfléchir à deux fois, Raelza prend la potion et avec un baiser, elle transfère le liquide à Saito, guérissant ses blessures. Quelque temps plus tard, Saito se réveille et trouve tout le monde anxieux autour de lui. Lafa saute de joie en le voyant se réveiller et lui raconte comment Raelza lui a sauvé la vie, ce qui laisse notre guerrier super fort complètement embarrassé. Le lendemain matin, Lafa emmène Saito explorer le monde étrange dans lequel il est arrivé et le premier arrêt est un cabinet de conseil matrimonial. Saito est surpris de découvrir que même dans ce monde magique, il existe un bureau spécialisé dans l'aide aux personnes ayant des mariages arrangés et Lafa lui dit de garder la surprise car les choses dans ce royaume peuvent être encore plus choquantes. Elle explique que le royaume est très paisible et qu'avec l'utilisation accrue des armes et de la magie, les femmes ont gagné beaucoup plus d'indépendance, pouvant partir à l'aventure. Mais les trésors des labyrinthes étant pratiquement épuisés, de nombreux hommes ont moins de revenus, ce qui rend les mariages beaucoup plus difficiles. Elle demande ensuite à Saito de jeter un autre coup d'œil au bureau de conseil matrimonial et il est étonné de reconnaître l'ancien Morlock essayant de trouver une épouse. À ce moment-là, Raelza apparaît, interrompant la scène, tandis que la conseillère de mariage pousse un soupir de soulagement. Lafa profite ensuite de l'occasion pour expliquer que l'avancement de la magie a considérablement augmenté la longévité de la population, ce qui a fini par générer une grande demande de soignants pour personnes âgées, ce qui a été un énorme problème. Et à cet égard, ce monde est semblable au Japon parce que personne là-bas ne veut avoir d'enfants parce que les conditions de travail sont horribles et les gens ont aussi tendance à vivre assez longtemps. Contrairement au Brésil, où une femme pauvre a en moyenne 12 enfants au cours de sa vie, la prochaine mission ramène désormais le groupe dans les grottes où il rencontre une fée énigmatique, célèbre pour ses yeux enchanteurs. Alors que Saito s'approche, la fée jette un sort, le faisant tomber follement amoureux d'elle. Ensorcelé, Saito commence à agir étrangement, passant d'un comportement réservé à un comportement vif et insouciant. Raelza observe la scène avec méfiance, voyant Saito se rapprocher de plus en plus de la fée séduisante, et sentant sa colère grandir, elle décide d'agir et d'avancer contre la fée avec son épée à la main. Le combat est intense, et Raelza est submergée par sa fureur inhabituelle. Heureusement, elle force la fée à fuir désespérée. Cependant, le sort est toujours actif sur Saito, qui ressent désormais une étrange attirance pour Raelza. Il s'approche d'elle, clairement pris par l'influence du sort, et tandis que Raelza essaie nerveusement de s'éloigner, Saito se rapproche beaucoup, et quand il est presque prêt à l'embrasser, Lafa intervient. Elle brise le sort avec sa magie, libérant Saito de l'influence de la fée, mais la tension entre les deux persiste. Soudain, il réalise que le vieux Morlock tient la main de la même fée qui a causé tous les problèmes. Saito s'inquiète, pensant que le sorcier est également tombé sous le charme. Cependant, Raelza rassure le groupe en expliquant que le Morlock est immunisé contre ce type de magie et que la fée finira probablement par le rejeter bientôt. Raelza dit à Saito de ne pas s'inquiéter du vieil homme têtu, et soulagé, il continue avec le groupe, mais le danger n'est pas encore terminé. Peu de temps après, il trouve un piège qui tire des rayons de lumière sur toute personne portant une armure métallique. Saito demande comment ils peuvent passer le piège sans mettre Raelza en danger, puisqu'elle porte une armure assez lourde. Le Morlock prend bientôt la parole, disant à Raelza de se déshabiller pour qu'il puisse utiliser sa magie et aider à déplacer l'armure à travers le piège lumineux. Mais Raelza est un peu hésitante, elle n'a pas vraiment besoin d'être nue. Cependant, sous son armure, elle porte une tenue très provocante, et cela la met assez mal à l'aise. Et réalisant la situation, Saito, avec un sourire sympathique, enlève sa chemise et la propose à Raelza pour qu'elle la porte pendant qu'il traverse le piège. Et dès que le groupe traverse, celui qui finit par se mettre en travers du chemin est le Morlock lui-même. Il oublie qu'il est également vulnérable au piège et est frappé par la lumière, tout cela parce qu'il n'a pas réussi à lancer ses sorts de protection, ce qui est assez typique d'un vieil homme atteint de la maladie d'Alzheimer. Plus tard, alors que Saito se repose dans une pièce isolée, il trouve un étrange livre fermé à clé. Il essaie d'utiliser ses compétences pour le débloquer, mais le livre a quelque chose de différent. Lorsqu'il ouvre enfin le livre, il trouve une boîte contenant un objet particulier qu'il prétend être un champignon, mais qui ne ressemble pas à grand chose. Mon rêve était d'en avoir un de cette taille. Et tout ce que je sais, c'est que soudain, le Morlock apparaît derrière lui, les yeux brillants. Il explique que c'est un mets légendaire, quelque chose de si précieux qu'il l'a caché pour que personne d'autre ne puisse le trouver. Et maintenant, ressemblant à un fanatique, le Morlock commence à le renifler comme s'il s'agissait d'un trésor perdu. Il explique à Saito comment consommer correctement cette délicatesse, tout en apparaissant complètement perdu dans le délice qu'il a entre les mains. À ce moment-là, Raelza entre dans la pièce et exige sa part du champignon, ce qui fait penser à Saito qu'il est piégé dans un groupe de personnes accros à ce champignon. À un autre moment, au cours de sa quête pour tuer un dragon, Saito brise accidentellement l'un de ses meilleurs outils en fer en retirant les écailles du dragon vaincu. Frustré, il essaie de réparer l'outil, mais sans succès, car, comme il le dit lui-même, il n'est pas un magicien du fer, mais juste un bricoleur. Et voyant Saito s'y ébranler, le Morlock suggère qu'il recherche un vieil ami à lui. Cet ami est Dumben, un artisan légendaire connu pour entendre les voix du fer. Il est célèbre pour avoir manipulé le fer de manière unique, l'avoir complètement transformé et avoir créé des outils exceptionnels. Dumben peut tout fabriquer, depuis une armure détaillée jusqu'à un équipement gigantesque, mais à cause de clients qui ne payaient pas correctement et se plaignaient toujours de ses prix, il s'est isolé au fond d'une grotte protégée par une porte qui ne peut être ouverte qu'avec les 108 clés de Dumben. Le Morlock commente qu'entrer par effraction dans l'atelier de Dumben est plus difficile que de pénétrer dans la chambre d'un roi. Malgré tout, Saito accepte le défi et, grâce à ses compétences extraordinaires, il parvient à déverrouiller les
108 clés après un bon effort. Et lorsqu'ils entrent, ils trouvent Dom Ben étonné que quelqu'un d'un autre monde puisse réaliser un exploit aussi impressionnant. Dom Ben, admirant la détermination de Saito, répare son outil en fer et, en guise de paiement, il demande une écaille de dragon que Saito lui remet sans hésitation. Lorsqu'il récupère son outil réparé, Saito est émerveillé par le travail de Dom Ben. Tous les bords de son outil étaient recouverts d'argent mithril, tout était fait impeccablement, et les yeux de Saito se remplissaient d'admiration, et il ne pouvait résister et ouvrait la bouche pour demander à un Dom Ben de faire un travail de plus pour lui. Lorsque Morlock demande à Saito ce qu'il veut, Saito change de sujet et pose plutôt des questions sur la nourriture. Le Morlock leur prépare ensuite le dîner, et pendant qu'ils mangent et boivent, se salissant presque avec la nourriture, Saito pose une question très sérieuse. Littéralement, si les femmes, les enfants et même les plus faibles peuvent obtenir si facilement des armes pour tuer, que deviendra l'avenir de ce monde? En entendant cela, Raelza, à moitié ivre, répond sans trop réfléchir que cela serait mauvais pour les affaires, et cette réponse laisse Saito pensif. Et il envisage l'idée de créer une arme qui pourrait être utile dans les batailles, mais il rejette bientôt l'idée, car si une arme qui rend quelqu'un fort dans ce monde est créée, comme une arme à feu, tout le système de ce monde serait détruit. Effondrement. Il a peur d'introduire des armes aussi dangereuses dans ce monde, mais malgré cela, il veut toujours être plus fort. Puis il se lève soudainement et demande à Raelza de lui apprendre à se battre avec une épée, mais Raelza est déjà ivre d'avoir autant bu et s'évanouit tout simplement. Quelques jours plus tard, Saito attrape un mauvais rhume et commence à souffrir d'une forte fièvre. Raelza dit qu'elle n'a pas de magie pour le guérir, et le Morlock est d'accord, l'air indifférent. Le Morlock recommande à Saito de se reposer pendant qu'il s'occupe de missions plus légères, comme vaincre des monstres et demander à Raelza de retirer son armure. En entendant cela, Saito se sent coupable et s'excuse, disant qu'il est de toute façon inutile dans les batailles, mais il réalise à peine à quel point il était essentiel dans de nombreuses situations. Il a aidé le Morlock à perfectionner sa magie, a aidé Lafa au combat et a même sauvé Raelza d'un monstre de fer géant. Et même s'il ne s'en rend pas compte, Saito est déjà le pilier de soutien du groupe, et sans lui, les choses ne fonctionnent tout simplement pas. Actuellement, cela fait 6 mois que Saito est arrivé dans ce monde étrange, et il raconte à la fille d'un magasin sa vie passée, expliquant qu'il travaillait dans une entreprise de construction dans son monde, et le problème est que son salaire était ridiculement bas, et personne ne le respectait. Il a même essayé d'en parler à son patron, mais il a été traité comme s'il était un outil jetable. Découragé, Saito rentra chez lui en pensant que son patron essaierait de l'arrêter, mais cela n'arriverait pas, et au fond de lui, il pensait que cela ne ferait aucune différence s'il mourait, et alors qu'il était perdu dans ses pensées, rentrant chez lui, il a été heurté par le camion. Avec l'un, tout est devenu soudainement noir, et il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Mais l'instant d'après, Saito tomba du ciel, juste à côté de Raelza. Lorsque la fille ouvrit les yeux, elle fut choquée de voir un étranger assis à côté d'elle. Elle sortit immédiatement une épée, prête à l'attaquer, pensant qu'il était une sorte de menace, mais heureusement le mage intervint, disant qu'il ne ressentait aucun pouvoir magique venant de Saito, ce qui signifiait qu'il n'était pas de ce monde, et si le Morlock n'avait pas sauvé Saito, il ne serait probablement pas en vie aujourd'hui. Maintenant, nous voyons tout le monde tenter dans une taverne, en train de dîner, mais Saito ne peut pas manger, car il continue de penser au golem de fer. Il demande au Morlock et à Raelza comment ce golem parvient à se déplacer tout seul, et émet des soupçons selon lesquels il était alimenté par la magie ou une sorte de mécanisme. Il explique que pendant qu'il combattait le golem, il a entendu des bruits qui semblaient mécaniques, comme un moteur. Le Morlock suggère alors qu'ils se rendent à l'endroit où ils ont tué le golem et qu'ils enquêtent sur ses restes. Raelza est d'accord et dit qu'ils devraient retourner au 10e étage du labyrinthe. Lorsqu'ils atteignent l'entrée du labyrinthe, ils sont arrêtés par les gardes qui demandent une somme d'argent pour les laisser entrer. Raelza soutient que le pass annuel est trop cher et tente de négocier. Elle a proposé aux gardes d'accepter quelques pièces d'or au lieu du laisser-passer, et ils ont fini par accepter. Ils entrent dans la grotte et se rendent vite compte que toutes les boîtes sont vides, sans aucun trésor à récupérer. Après avoir marché un moment, ils atteignent l'endroit où ils ont tué le golem de fer, mais il n'y a aucun signe du corps, et Lafa suggère que quelqu'un a peut-être emporté le golem. Setou s'excuse auprès du groupe de les avoir fait aller si loin pour rien, mais soudain il entend un bruit mécanique et court vers le bruit. Avec Raelza, Lafa et le Morlock qui le suivent. Il se retrouve face à face avec une étrange machine qui fait ce bruit et qui se révèle bientôt être une sorte d'aspirateur robotisé. L'aspirateur se met en mouvement tout seul, sortant de l'obscurité. Lafa demande si ce robot pourrait être quelque chose du monde de Setou, et il crie en signe de confirmation. Bientôt, Setou remarque quelque chose d'étrange lorsqu'il pose sa main sur un mur voisin, et le Morlock avec son expérience en magie explique qu'il s'agit d'une barrière de camouflage. Avec l'aide de Setou, le Morlock lance un sort magique et une lumière vive apparaît sur le mur. En quelques secondes, le mur se divise en deux, révélant une nouvelle entrée. La découverte attire l'attention des aventuriers de tout le royaume, qui commencent à se rassembler sur le site. Cependant, Setou ne reçoit aucune reconnaissance officielle pour avoir trouvé le nouveau passage. Lorsqu'on lui demande, Setou répond que cela ne le dérange pas, car il a pu obtenir un accès gratuit au labyrinthe pour les 10 prochaines années. Cependant, Lafa remarque un air de tristesse sur le visage de Setou et lui demande s'il pense toujours à l'aspirateur robotique qu'ils ont trouvé dans la grotte. Setou hésite à répondre, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un charmant jeune homme et une jolie fille apparaissent. Le garçon se présente comme 15, le héros officiellement reconnu par le royaume, et remercie Setou d'avoir découvert le nouveau chemin. Setou profite de l'occasion pour demander à Morlock si le roi démon pourrait un jour revenir, et Morlock dit que c'est peu probable, mais explique que plusieurs personnes ont été choisies comme héros, 15 étant l'une d'entre elles. Au cours
cours de la conversation, 15 commente avec désinvolture que même si Setou avait découvert le nouveau chemin, il ne serait jamais reconnu comme un véritable héros et que 15 sera toujours celui qui gagnera de l'expérience et des niveaux. La grossièreté du commentaire met tout le monde mal à l'aise, mais avant que quiconque puisse réagir, un gros homme arrive en courant. Le gros homme se présente comme Motil Poutine, responsable de l'éducation des héros, et il s'excuse au nom de 15 et de la fille, disant qu'ils sont encore jeunes et immatures. Il essaie d'offrir une poignée de main à Setou, mais est interrompu par un autre aventurier qui l'avertit que Motil a quelque chose de caché dans sa main. En regardant autour de lui, Setou remarque plusieurs aventuriers et soldats paralysés au sol, clairement victimes de Motil, et réalisant que son stratagème a été dévoilé, Motil s'enfuit désespéré. Setou remercie l'étranger qui l'a sauvé, et à ce moment-là Raelza reconnaît l'homme comme un combattant elfe connu pour ses mains de fer. L'elfe prévient le groupe qu'ils doivent se dépêcher d'atteindre le labyrinthe avant que les trésors les plus précieux ne soient trouvés. Plus tard, ils aperçoivent deux hommes étranges portant une tête de dragon en fer, et Raelza fait remarquer à Setou que ces deux-là seront de coriaces concurrents à l'avenir car ils semblent être extrêmement puissants. Le lendemain, Setou et son groupe retournent au labyrinthe. Soudain, un énorme monstre émerge de l'obscurité. Sans prévenir, il ouvre la bouche et libère une pluie de feu toxique vers le Morlock. Le mage du groupe est durement touché, son corps s'affaiblit et il s'effondre au sol, inconscient. Setou court vers le Morlock avec son cœur battant. Il essaie désespérément de le réveiller. Il sait qu'ils ont besoin de la magie du Morlock pour conserver l'avantage dans le combat. Pendant ce temps, Raelza, la guerrière du groupe, avance sans hésitation, avec son épée dans une main et le bouclier métallique dans l'autre. Elle regarde directement le dragon. Le monstre charge Raelza avec sa force brute, et chaque coup qu'il lui porte provoque des ondes de choc qui traversent son corps. La force du dragon la repousse et ses pieds glissent alors qu'elle lutte pour garder son équilibre. Et malgré tout son courage, les attaques d'épée de Raelza effleurent à peine les épaisses écailles du monstre. Le dragon semble impénétrable, sa peau le protégeant de tout mal. Soudain, une jeune femme apparaît de nulle part. Elle a les cheveux courts et avec une expression confiante, elle avance rapidement vers le dragon, maniant son arme avec force et dextérité. Elle frappe le flanc du dragon avec précision, et pour la première fois, le monstre pousse un cri de douleur, visiblement secoué par ses coups. Le dragon tente de riposter, mais la fille est rapide, esquivant ses attaques et continuant à le frapper sans hésitation. Chacun de ses coups trouve un point faible dans les écailles de la créature. Et puis, d'un dernier coup dévastateur, la jeune femme vainc le dragon, qui tombe à terre avec un rugissement angoissant. Elle se présente ensuite comme la chasseuse de monstres magiques nommée Lilisa. Peu de temps après, un garçon à l'air grincheux la rejoint, et Lilisa le présente comme étant Givre, son compagnon. Elle explique qu'ils sont là pour récupérer le trésor, mais qu'il est verrouillé. Elle assure avec confiance au grivet qu'elle est une experte en magie et en outils et qu'elle résoudra le problème. Cependant, lorsqu'il tente d'ouvrir le coffre, le grivet admet que c'est plus difficile qu'il ne l'imaginait. Alors Saito, avec ses talents de forgeron, propose d'essayer. Lilisa, avec un regard méfiant, doute de ses capacités et lui dit de s'écarter. Malgré tout, Saito insiste. Grâce à ses outils et à sa dextérité, il parvient à ouvrir le trésor rapidement. Lorsque le coffre s'ouvre, il est surpris de voir qu'il est rempli de diamants. Saito en prend et les donne au grivet en disant qu'il le mérite puisqu'ils ont vaincu le dragon. Le grivet, cependant, devient rouge de colère, l'air très frustré. Mais en fait, non seulement Saito avait ouvert le coffre, il avait également ouvert le cœur du grivet qui semblait très émouvant. Après un certain temps, Saito finit par se séparer de son groupe et alors qu'il marche seul, il rencontre à nouveau Montel. Montel essaie de le provoquer en disant que Saito est faible et qu'il est dans le groupe uniquement parce que ses amis sont forts. Saito ignore les provocations et décide de se reposer tandis que Montel érige une barrière magique autour de lui disant que c'est pour éloigner les monstres. Saito demande pourquoi il n'a pas érigé une barrière pour lui aussi et Montel répond qu'il n'a pas assez de magie. Saito sort ensuite de son sac quelques tasses contenant de l'eau sacrée, un cadeau du Lafa, et s'en sert pour créer sa propre barrière protectrice. Il s'installe et, dans un geste amical, il offre des sandwichs à Montel qui décline, se sentant coupable d'avoir maltraité Saito plus tôt. Bientôt, le groupe de Saito apparaît en courant vers lui, inquiet pour lui. Et quand il voit l'union et l'attention qui les unissent, Montel ressent un pincement de tristesse car il réalise que personne n'est venu le chercher. Cependant, de manière inattendue, Quand accourt et serre Montel dans ses bras, lui disant qu'il s'inquiétait pour lui. Quand demande à Montel pourquoi il est descendu seul, et en entendant cela, Montel se met à pleurer. Saito et ses compagnons sont touchés par l'amitié entre Quand et Montel, réalisant que Quand est un bon héros, contrairement à ce que beaucoup disent. Peu de temps après, le groupe est confronté à un étrange démon en forme d'épée. Raelza se bat courageusement contre lui, et juste au moment où elle est sur le point d'abattre le monstre d'un coup décisif, le combattant elfe apparaît et achève la créature. Après avoir vaincu le monstre, l'elfe déclare qu'il gardera le trésor que le monstre gardait. Raelza, outré, proteste en disant que le trésor appartient à elle et à ses compagnons. L'elfe, à son tour, se tourne vers elle et lui dit que c'est lui qui l'a sauvée, et Raelza répond qu'elle n'a jamais demandé d'aide et qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Tout le monde commence à se disputer intensément pour savoir qui mérite le trésor, et à la fin ils décident de régler le différend en duel, même s'ils savent qu'il est interdit aux aventuriers de se battre entre eux à l'intérieur du grand labyrinthe, car s'ils sont pris, il pourrait être interdit d'explorer la région. L'elfe, cependant, affirme qu'elle est prête à se battre s'ils acceptent tous les deux les conditions. Nina, la compagne de l'elfe, essaie de la convaincre d'abandonner, mais elle ne l'écoute pas. Elle exige que Raelza choisisse quelqu'un de son groupe pour les représenter, mais Nina et Lafa interviennent pour forger un accord, disant que même si quelqu'un est gravement blessé ou meurt, aucune représaille ne sera autorisée. Alors, avec l'accord signé, le combat est préparé. Raelza et l'elfe se positionnent pour la bataille,
tandis que Saito regarde de loin, confus quant au concept d'honneur parmi les guerriers et malgré son inquiétude, il se sent un peu soulagé, croyant que la lourde armure de Raelza la protégera. Et sa peur réside dans le fait que l'ennemi utilise des armes en fer au combat. Le combat commence et le choc des épées et des bras métalliques résonne dans tout le lieu. L'elfe est extrêmement rapide et, même avec l'armure, parvient à blesser Raelza. Saito se rend compte que l'épée de Raelza n'est pas adaptée pour affronter un adversaire aussi agile. Soudain, Raelza prend une décision audacieuse. Elle retire son armure lourde pour gagner plus de vitesse, lui permettant de réagir plus rapidement au mouvement de l'elfe. Nina, inquiète, supplie l'elfe d'arrêter de se battre, disant qu'elle ne veut pas que quelqu'un meure pour un trésor. L'elfe, réalisant qu'elle pourrait finir par perdre si elle continuait, accepte de mettre fin au duel. Saito intervient alors et propose de partager le trésor avec l'elfe et Nina, résolvant ainsi le conflit pacifiquement. Plus tard, Saito et son groupe continuent leur exploration à travers le labyrinthe. Ils arrivent à un endroit avec des murs bas et soudain, Saito aperçoit à nouveau le mystérieux robot. Cette fois, il court après le bruit de la machine, criant à ses compagnons qu'il s'en sortira bien tout seul. Il poursuit le robot de plus en plus profondément dans le labyrinthe, lui demandant de s'arrêter. Finalement, Saito arrive dans un endroit étrange, rempli d'objets qu'il reconnaît de son monde. Alors qu'il tente de comprendre ce qui se passe, un ninja caché armé d'une épée noire apparaît et l'attaque. Et Raelza apparaît à la dernière seconde pour sauver Saito de l'attaque. Elle remarque qu'il y a une aura de lumière magique autour du ninja et demande pourquoi il utilise autant d'éclairage, puisque la spécialité du ninja est d'agir dans l'ombre. Soudain, le ninja plonge dans l'ombre de Raelza et elle est immédiatement immobilisée, clouée au sol et incapable de bouger. Le ninja s'approche de Raelza, prêt à l'attaquer, mais le forgeron nain apparaît pour la sauver en tirant un arc dans la direction du ninja. Peu de temps après, la lave commence à utiliser ses capacités pour attaquer le compagnon du ninja, essayant de réduire la magie de lumière qu'il utilise. Pendant ce temps, le forgeron invoque une puissante magie qui provoque des explosions dans la grotte, forçant les ninjas à fuir. Le forgeron affirme alors que le ninja est responsable des attaques mystérieuses qui se produisent contre les aventuriers dans le grand labyrinthe. Et en voyant le sorcier Morlock, le forgeron s'avance vers lui en disant qu'il l'a enfin trouvé après si longtemps. Dérouté, le Morlock demande pourquoi il était recherché, tandis que le forgeron, ému, le désigne comme son maître. Le Morlock répond cependant avec indifférence qu'il n'accepte que les femmes comme apprentis. Le forgeron, ignorant le commentaire, explique que le Morlock est en fait un sorcier très célèbre dans un pays loin à l'est. Selon lui, il y a 20 ans, le Morlock est parti à la recherche de magie interdite et n'est jamais revenu. Le forgeron dit qu'il l'a vu à l'entrée du grand labyrinthe et qu'il attendait simplement l'occasion de l'approcher. Raelza, curieuse, demande au Morlock s'il a vraiment oublié son passé. Et il confirme en disant qu'à part son propre nom et comment utiliser la magie, il ne se souvient de rien d'autre. Lafa profite de l'occasion et commente que, ces derniers temps, le Morlock semble être un être complètement inutile, puisqu'il oublie même sa magie dans les moments les plus critiques. Le forgeron est outré par la façon dont le groupe parle au Morlock, affirmant qu'il est un sorcier exceptionnel et que sa popularité auprès des femmes est légendaire. Il passe ensuite à un ton sérieux et révèle que le vrai nom du Morlock est le grand sorcier Bagay. Cependant, avant qu'il ne puisse en dire plus, une épée apparaît de nulle part et frappe le cou du forgeron, interrompant son discours. L'attaque met Raelza et les autres en état d'alerte maximale, et il soupçonne que l'attaque vient du ninja d'avant. Raelza se dit que, aussi redoutable que soit le ninja, avec l'aide de Saito et le Morlock utilisant sa magie, ils peuvent le vaincre. Mais tout le monde est terrifié lorsqu'il réalise que le ninja n'est pas seul. Il est désormais accompagné de grands démons. À ce moment, l'histoire du ninja est révélée. Il est tombé amoureux d'une belle magicienne et quand ils se sont embrassés, elle est tombée amoureuse de lui aussi. Cependant, lorsqu'il retourna au village du sorcier pour l'emmener avec lui, il la retrouva dans ses derniers instants de vie. Elle avait vieilli rapidement et ses cheveux étaient complètement blancs. La compagne du mage a expliqué que, lorsqu'elle est tombée amoureuse du ninja, la malédiction qui la gardait jeune a été brisée, la faisant revenir à son véritable âge. Désespéré de sauver l'amour de sa vie, un ninja entend parler d'un grand sorcier de l'Ouest qui pourrait peut-être l'aider. Et donc, il a fini par suivre Morlock et les autres dans la grotte, espérant trouver une solution. Et tandis que la bataille s'intensifie, Raelza, Lafa et leurs compagnons font face à des ennemis extrêmement puissants. Raelza se retrouve face à face avec le ninja qui utilise sa magie d'ombre pour tenter de l'immobiliser. Il tente de l'emprisonner en manipulant son ombre, la rendant incapable de bouger. Cependant, Lafa, toujours prêt à aider, invoque rapidement un sort de lumière brillante. La lumière frappe l'ombre du ninja, brisant le sort et permettant à Raelza de retrouver sa liberté. Lafa dit à Raelza d'être attentive au danger au cas où le ninja traverserait à nouveau son ombre. Elle vient également de guérir le sorcier nain qui retourne désormais au combat, bien déterminé à protéger ses amis des démons qui approchent. Le nain se dresse contre les démons, défendant ses alliés de leurs attaques. Alors qu'il bloque les démons, le nain signale au sorcier de se préparer avec ses sorts les plus puissants. Le nain sait qu'il doit repousser les démons juste assez longtemps pour donner au sorcier le temps de lancer une contre-attaque avec une magie puissante. La bataille devient encore plus intense avec l'arrivée d'un deuxième démon. Ce démon déclare avec une grande confiance que lui et son compagnon n'ont pas besoin de magie pour gagner. Seule sa force brute suffit à vaincre Saito et ses alliés. Puis, d'un coup puissant, le deuxième démon libère une grande vague d'énergie sombre vers Saito et ses amis. La vague est si intense que Saito se sent impuissant, réalisant que sa magie brûlante n'est pas suffisante pour combattre ces démons. Il se sent coupable d'avoir amené tout le monde dans un endroit aussi dangereux et ressent le poids de cette responsabilité sur ses épaules. Désespéré, il demande au Morlock d'utiliser un sort de haut niveau. Il prononce le nom de la magie et croit que
cette magie peut être suffisamment puissante pour renverser la situation. Saito connaît déjà la magie et commence à la réciter tandis que Morlock l'accompagne, concentrant toute son énergie sur la magie. Soudain, une magie gigantesque descend sur les démons, brillant d'une puissance intense. Pendant un instant, il semble que la victoire soit à portée de main. Mais l'un des démons résiste à l'attaque et d'un mouvement brutal, il saisit Saito dans son énorme main, le blessant et répandant son sang. Raelza, voyant cela se produire, devient très triste, croyant que Saito a été tué. La scène est dérangeante et tout le monde a l'impression que le sol se soulève sous leurs pieds. Mais ensuite, à la surprise générale, il lève les yeux et voit Saito, avec Leliza et Griève à ses côtés. Le Morlock explique que Griève a utilisé une magie spéciale appelée magie de substitution pour sauver Saito. Saito étant sauvé, tout le monde pousse un soupir de soulagement, étant vraiment reconnaissant de l'action rapide de Griève. Une fois la tension retombée, Griève explique que lui et Leliza ont entendu le bruit de la bataille et ont décidé de venir aider. D'un ton détendu, il dit qu'il ne pouvait pas laisser Saito prendre tout le trésor pour lui. Leliza sourit et ajouta que Griève suivait en fait Saito depuis un certain temps en utilisant sa magie de pistage parce qu'il l'aimait beaucoup. Mais soudain, le démon accourt vers eux, furieux. Cependant, le guerrier de la jungle apparaît pour sauver le groupe et frappe le démon au visage. Le démon s'élève dans les airs et répand une autre vague d'énergie sombre sur tout le monde. Mais quelqu'un met une barrière autour d'eux pour les protéger. Lorsque tout le monde regarde sur le côté, il voit Montel et ses compagnons créer une barrière pour les protéger du démon. Tout le monde se rassemble en équipe pour affronter les ninjas et les démons. Et en voyant autant de guerriers contre lui, le ninja se sent naturellement menacé et les démons décident de se retirer du combat et de fuir. Ninja demande à Lafa de l'aider à empêcher les démons de s'échapper car il représente un grand danger pour les aventuriers de haut et de bas niveau. Ninja suggère d'utiliser une magie combinée pour les éliminer et Lafa accepte. Cependant, la fée ninja tente de les arrêter mais elle est attaquée par l'arc magique. Et voyant que ses amis démons sont en danger, le ninja subit le coup de la magie combinée, prêt à mourir à la place de ses amis bien-aimés. Pour la première fois de sa vie, il se bat pour une cause qui n'est pas la sienne et bientôt la magie le frappe et les démons sont là. Ensuite, le ninja déclare qu'il mène l'expédition vers la femme qu'il aime afin que les autres démons n'aient plus à suivre ses ordres. Cependant, Ninja regarde le ninja et dit à tout le monde que le coup magique n'a pas eu beaucoup d'effet sur lui mais aurait dû causer de graves dégâts. C'est tout demande à tout le monde d'arrêter car le gagnant a déjà été décidé mais certaines personnes protestent disant qu'elles ne peuvent pas les laisser partir car ce ninja est soupçonné d'avoir tué d'autres aventuriers. La fée ninja hurle de colère déclarant que personne ne prendra le trésor caché par le sorcier qui contrôle le temps et commence à invoquer un sort de 8 coups sombres pour protéger son maître et l'aider à sauver la sorcière. Donc, à ce stade, il est expliqué que Prima est une fée de cristal noir. Elle est capable de stocker de l'énergie magique dans ses ailes noires. À cause de cela, elle était toujours poursuivie par des aventuriers qui voulaient profiter de ses ailes et pour se débarrasser de ces aventuriers, elle a décidé de changer complètement de corps afin que les humains ne s'intéressent plus à elle. Cependant, alors qu'elle se transformait en une fée potelée, les mouvements de son corps devinrent plus lents et elle fut finalement capturée par l'un des aventuriers. Cependant, Ravlia la sauva et la ramena chez elle, et comme elles étaient toutes les deux scandaleuses, elles s'amusèrent beaucoup l'une avec l'autre. Ravlia lui dit qu'elle a vécu plus de 400 ans seule et elle lui explique qu'elle était sous une malédiction et que si elle tombait amoureuse, la malédiction serait brisée et elle finirait par mourir de vieillesse. Et maintenant, nous voyons que le ninja ne veut pas sacrifier Prima, alors il lui tient les ailes pour l'empêcher d'utiliser sa magie noire contre Saito et les autres. Elle crie au ninja de lui briser les ailes et de libérer sa magie, mais le ninja n'a pas le courage de le faire, alors Prima utilise sa télékinésie et frappe ses ailes avec ses deux épées, une de chaque côté. Elle offre ses ailes au Seigneur des Ténèbres, et bientôt un pilier avec plusieurs yeux apparaît, et soudain l'elfe regarde dans l'un des yeux, et finit par être envoyé derrière la grotte, lui arrachant l'oreille. Soudain, un autre œil du scandale émet une lumière d'énergie contre l'elfe et son compagnon, mais Raelsa bloque l'attaque avec son épée. Elle se rend vite compte que les ninjas et les compagnons des Primas s'utilisent comme sacrifice pour invoquer l'esprit sombre. Maintenant, l'esprit maléfique sème le chaos à l'intérieur de la grotte, et Saito demande au Morlock d'utiliser à nouveau sa technique d'ombre des 7 dieux. Le Morlock lève son bâton dans les airs et commence à lancer une série de sorts pour vaincre l'esprit sombre, tandis que Saito continue de l'aider à se souvenir de sa magie. Puis la lumière commence à jaillir sur le pilier de magie noire, mais malheureusement rien ne se passe. Le pilier devient complètement fou et commence à tirer de la lumière énergétique de tous ses yeux. Raelsa demande à tout le monde d'attaquer l'œil du pilier, mais il continue de bloquer toutes les attaques et les yeux gagnent en puissance à chaque seconde qui passe. Et avec sa puissance insensée, personne n'a la possibilité d'approcher le corps et de l'attaquer. Et Lafa hurle de terreur que bientôt elle sera consumée par l'énergie magique et ne pourra plus bloquer les attaques. Saito dit alors au Morlock de libérer la magie qui contrôle le temps et le Morlock le regarde avec méfiance et lui demande comment il connaît cette magie. Saito répond que lorsqu'il a ouvert le livre fermé, il a trouvé un papier secret contenant des instructions sur la magie qui contrôle le temps et l'espace. Saito sait déjà que c'est le Morlock qui l'a téléporté dans ce monde. Et dès que le Morlock entend ces mots, ses souvenirs du passé commencent à flotter dans son esprit. Il se souvient de l'époque où il travaillait intensément sur un projet magique très puissant. À cette époque, il avait une petite fille qui signifiait beaucoup pour lui. Un jour, il lui promit qu'il deviendrait le plus grand sorcier du pays afin qu'ils puissent vivre heureux ensemble dans une belle maison. Il rêvait de lui offrir la meilleure vie, mais il était obsédé par son travail. Puis, un jour sombre, sa fille tomba gravement malade. Sa femme lui a demandé de rester à la maison pour prendre soin d'elle, mais il s'est excusé, disant
disant qu'il ne pouvait pas abandonner son travail. Il a expliqué que s'il n'avait pas terminé son projet, tous ses efforts auraient été vains. Il croyait qu'une fois devenu le célèbre sorcier, ils auraient un avenir meilleur. Ainsi, les jours passèrent tandis qu'il se plongeait dans son travail, ignorant complètement sa famille. Et quand il a finalement atteint son objectif et a été reconnu comme le magicien le plus puissant, il est rentré chez lui désireux de partager la nouvelle, mais a été accueilli par la nouvelle que sa fille était décédée des suites d'une maladie. Effrayé et dévasté, il réalisa combien il avait sacrifié pour finalement perdre la personne qu'il aimait le plus. Sa femme, remplie de colère et de tristesse, le quitta et le Morlock resta seul, rempli de culpabilité et de solitude. Dans un accès de rage, il détruisit ses livres de magie les uns après les autres jusqu'à ce qu'il trouve un livre étrange et ancien. Il y découvre l'existence d'un mystérieux labyrinthe dans le royaume du Nord qui renferme le secret de la magie du temps. À ce moment-là, l'espoir brillait dans son cœur et il décida de trouver cette magie pour ramener sa fille. Il voyagea dans le grand labyrinthe, désespéré de trouver des indices sur cette puissante magie. Après des jours de voyage, il est tombé sur un étrange ensemble d'objets qui semblaient déplacés. Parmi eux se trouvait un ancien bureau contenant la magie qu'il recherchait. Lorsqu'il le ramassa, une silhouette vêtue de blanc apparut devant lui. Le Morlock a demandé à l'étranger de lui apprendre la magie, expliquant qu'il voulait ramener sa fille à la vie. L'étranger, cependant, n'accepta pas si facilement et défia le Morlock en combat, en disant que ce n'est que s'il gagnait qu'il recevrait la connaissance. La bataille fut folle et laissa à la fois fatigué et blessé, jusqu'à ce que finalement l'étranger, impressionné par la détermination du Morlock, accepte de lui accorder son souhait. Mais au lieu de lui enseigner la magie du temps, l'étranger lança un autre type de magie et fit oublier au Morlock tous ses souvenirs, y compris sa fille, sa femme et même ses regrets. Sans aucun souvenir de son passé, il a été contraint de commencer une nouvelle vie, n'étant plus tourmenté par la souffrance. De retour dans le présent, le vieux mage reste silencieux, essayant de rassembler les fragments de sa mémoire, tandis que les mots de Setu résonnent dans son esprit. Setu lui a demandé s'il était vraiment celui qu'il avait invoqué dans ce monde, mais le mage se souvient à peine de quoi que ce soit, surtout de ses connaissances en magie. Son esprit est embrumé et les sorts qui faisaient autrefois partie de lui apparaissent désormais dans des murmures lointains. Il ne se souvient que d'un sentiment persistant issu d'un sort appelé le moment du temps. Un sort qui gèle tout pendant un seul battement de cœur. Setu, remarquant l'hésitation du sorcier, s'avance et lui propose son aide, lui rappelant le sort qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant. Puis, lentement, avec les conseils de Setu, le magicien commence à préparer le sort et ainsi, grâce à Setu, il est capable de s'en souvenir. Pendant ce temps, le nain envoie un message télépathique au groupe, les alertant du plan. La magie de votre maître servira davantage cachée. Il dit à tout le monde qu'ils doivent garder l'œil du pilier ouvert jusqu'à ce que le sorcier puisse terminer le sort. Ensuite, tout le monde passe à l'action, chacun utilisant ses capacités uniques pour empêcher le pilier de provoquer davantage de chaos. L'elfe des bois prend le commandement, ordonnant à la foudre de protéger Griève et le ninja, tandis qu'il se concentre sur le maintien de l'œil du pilier ouvert, le trompant pour qu'il tire des éclairs. À chaque explosion, l'œil reste actif, permettant aux mages et à Setu de continuer à lancer leur chat. Mais lorsqu'il commence à faire des progrès, un véritable désastre se produit. Le Lafa est frappé par une poutre, ce qui le déséquilibre et une force sort de l'action. Le mage et Setu ressentent l'urgence d'accélérer le processus pour empêcher leurs amis de subir davantage de dommages. Montel et ses étudiants interviennent pour les couvrir, créant un bouclier défensif pour protéger le sorcier pendant qu'il chante son sort. L'air devient lourd de tension et chaque membre du groupe est enfermé dans une bataille féroce pour tenir la ligne tandis que le mage lutte pour se souvenir du sort. Lentement et douloureusement, il rassemble les derniers mots et atteint enfin la fin de l'incantation et soudain, tout s'arrête autour de lui. Le monde reste parfaitement immobile, comme le sort l'avait promis. Le sorcier regarde autour de lui, étonné et perplexe par le silence qui l'entoure. Le sort a fonctionné, mais le vieil homme se retrouve incapable de se rappeler ce qu'il est censé faire. Il n'a que 100 secondes, et pour se souvenir de ce qu'il doit faire, il essaie de réveiller Setu, mais personne ne peut entendre sa voix. Heureusement, il remarque un ensemble d'instructions griffonnées qui disent qu'il doit attaquer les yeux avec de la magie, et soudain il réalise que c'est Setu qui a fait cela pour l'aider. Puis, très en colère, il commence à chanter un sort. Ce sort augmentera le pouvoir magique de chacun à l'extrême. Il rassemble toute son énergie, la combinant pour former un sort d'explosion de feu qui suffit à détruire le pilier, puis saute vers lui, mais est soudainement frappé par des souvenirs douloureux. Il a des flashbacks des souvenirs de la sorcière et du ninja, où il pleure à côté de la sorcière presque morte, et la fée lui parle d'un sorcier qui peut sauver la vie de la sorcière. Il se rend compte que son ennemi fait tout cela par amour et par loyauté, et s'il peut vaincre l'esprit maléfique de cette façon, il n'y aura aucun moyen de sauver le ninja et ses alliés. Mais pour le bien de ses amis et alliés, il attaque le pilier avec une magie terrible, et bientôt le temps recommence à courir. Tout le monde voit le pilier commencer à se désintégrer devant eux. Tout le monde voit le membre du sorcier tomber au sol, se séparant de son bras. Tout le monde est incrédule devant la scène qui se déroule devant eux, mais le sorcier répond calmement qu'ils doivent réparer les ailes de la fée, qui sont peut-être tombées quelque part. Alors qu'elle libère sa magie noire, Raelsa tente de protester, disant que le ninja et ses coéquipiers ont essayé de les tuer, ils n'ont donc aucune obligation de les sauver. Le sorcier répond que juste avant de libérer sa magie, il a vu leurs souvenirs et ne pouvait plus les tuer. Il a donc utilisé la moitié de sa magie pour attaquer et éviter de les tuer, et en même temps, il a activé l'annulation magique. Son plan a été couronné de succès, mais comme la moitié de la magie a été forcée de refluer, il a perdu son bras dans le processus. En entendant cela, Raelsa avait les larmes aux yeux et courut le serrer dans ses bras. Bientôt, il commence à trouver les ailes de la fée, et après avoir cherché un peu sous les rochers, Lafa trouve une paire d'ailes noires, et Griève propose
propose de l'aider à sceller les ailes dans le corps de la fée avec l'aide de la magie. Mais au moment où la fée est sur le point d'attacher les ailes, la fée se tord dans les paumes de Griève et déclare avec colère qu'elle ne veut pas de la charité de quelqu'un qui s'entend bien avec les humains. La fée désigne le ninja et répond que la fée s'entend également bien avec l'humain. Donc au final, ils sont tous les deux heureux avec les humains. Un ninja est encerclé, avec un visage plein de chagrin et de tristesse, et on lui demande de renvoyer les deux démons dans le royaume des démons. Mais il explique qu'il ne peut pas le faire de son propre chef. Ces deux démons l'accompagnent depuis longtemps, hantent complètement ses pas, et ont également provoqué les récentes attaques sur les villages voisins. Le ninja admet sa culpabilité et dit qu'il accepterait n'importe quelle punition, même l'exécution. Cependant, il demande que la fée et les deux démons soient épargnés, espérant les protéger de nouveaux dommages. Un nain parmi les aventuriers à proximité l'observe attentivement, sentant qu'il y a plus dans l'histoire du ninja. Et après une brève pause, le nain demande si le ninja recherche un certain sorcier puissant qui a la capacité de contrôler le temps. Les yeux du ninja s'illuminent à la question. Il hoche la tête, confirmant qu'il a effectivement entendu parler d'un tel sorcier et qu'il connaît même son nom. Le ninja croit que ce sorcier pourrait détenir la clé pour réparer ses erreurs passées, peut-être même pour sauver un ami perdu qu'il ne peut oublier. Le nain regarde alors l'endroit où se tient un sorcier visiblement blessé. Le nain révèle au ninja que le sorcier qu'il recherche est juste là, devant lui. Il s'avère qu'il y a 10 ans, il est devenu célèbre lorsqu'il a décidé d'explorer le labyrinthe le plus dangereux et le plus grand, un endroit plein de mystères et de dangers indescriptibles. Les exploits du Morlock sont devenus une légende, et entendre que le sorcier qu'il recherche se tient devant lui remplit le ninja d'espoir. Si le Morlock peut vraiment contrôler le temps, il pourra peut-être aider le ninja à sauver une puissante sorcière perdue depuis des années et à le réunir avec sa bien-aimée. Votre désespoir commence à s'estomper, remplaçant tout par une étincelle d'espoir. Mais soudain, 3 épées s'abattent sur le sol, juste devant le ninja, interrompant ses pensées. Il lève les yeux avec surprise tandis que 2 silhouettes sombres sortent de l'obscurité. Le visage caché, mais avec une présence intimidante, ils s'approchent du ninja et du groupe d'aventuriers. Les 2 hommes déclarent qu'ils puniront le ninja pour les morts et ordonnent qu'il soit attaqué. Mais avant que les épées ne puissent toucher le ninja, un de ses camarades démons l'attaqua. L'autre démon marche avec colère devant les 2 hommes et les avertit que s'ils posent leurs mains sales sur son maître, il les tuera tous les deux. Mais soudain, l'un des hommes se transforme en démon, révélant qu'il est l'oncle du démon qui travaille pour les ninjas. Et bientôt, les deux commencent à se lier autour de bons souvenirs du passé. Voyant cela, la fée aux ailes noires confirma que le chevalier sacré était définitivement un démon de haut rang. Saito demande à la fée combien de personnes ont été tuées par les attaques sournoises du démon, et elle répond qu'il y en a 2 dont la résurrection n'a pas été confirmée, un chevalier sacré et un mage de l'autre royaume. Mais il s'avère que le magicien et le chevalier sont les 2 compagnons qui se tiennent devant eux. L'un d'eux est le ministre du roi, et de plus, si ces 2 compagnons pardonnent au ninja, il ne sera pas pendu. Bientôt, le ninja demande au sorcier s'il peut l'aider à changer le temps, et le sorcier répond qu'il ne peut arrêter le temps que pendant un instant, car la personne qui peut vraiment effectuer la magie d'inversion du temps est le sorcier qui l'a invoqué. Une autre dimension de ce monde, mais il s'est lassé de ce monde et est allé dans un autre endroit. Le sorcier n'a aucune idée de l'endroit où se trouve l'étranger. Il se trouve peut-être dans le royaume des démons, dans le royaume des esprits ou peut-être dans le monde des humains. Il pourrait même être dans le monde de Saito, donc le trouver sera impossible. Le ministre se présente et dit qu'il existe peut-être un autre moyen de sauver la sorcière, et le roi qu'il sert est capable de mener à bien cette magie. Mais cela nécessite l'avis d'une personne liée à la sorcière. Les 2 démons se tournent vers le ninja, lui demandant de ne pas abandonner sa vie, car il existe peut-être un autre moyen de faire revivre la sorcière. Mais le ninja demande au ministre d'utiliser sa vie. Il révèle qu'il veut utiliser sa vie pour protéger la femme qu'il aime. Le ministre répond que le ninja doit être traité selon les lois du royaume, mais si tout le monde fait semblant d'ignorer ses crimes et de lui pardonner, alors quelque chose d'autre peut être résolu. Tout le monde décide de pardonner au ninja, et Saito dit que si le ninja veut être utile à quelqu'un, il devrait être autorisé à le faire. Plus tard, les démons sont renvoyés chez eux et le ministre contacte le roi, qui peut briser la malédiction de la sorcière, et se prépare à utiliser la magie de téléportation pour amener le ninja à lui. Après que le ninja soit téléporté, la fée demande à Saito s'il a trouvé le robot aspirateur qu'il cherchait, et il dit qu'il ne l'a pas encore trouvé. Il ajoute qu'il ne se concentre pas spécifiquement sur cela, et le sorcier dit que quelle que soit la personne qu'il a invoquée dans ce monde, elle a peut-être vécu à cet endroit dans le passé, et il a dû appeler ces choses ici lorsqu'il a ouvert les portes d'autres mondes. Bientôt, d'autres sorciers commencent à venir dans le labyrinthe, indiquant que la nouvelle zone est devenue très populaire. D'autre part, le roi accompagne le ninja jusqu'à la maison de la sorcière pour briser le sort qu'il opprit. Le ninja dit au roi que son acte irréfléchi d'aimer la sorcière l'a fait vieillir, et quand il a été attristé par cela, il a réalisé que les gens qu'il a tués doivent aussi aimer d'autres personnes, et qu'il a dû la laisser partir. Des gens tristes. Le roi répond que le fait qu'il n'ait pas réalisé jusqu'à présent quelque chose d'aussi simple le fait passer pour un homme mesquin. Bientôt, il lève son épée et frappe le ninja pour briser le sort. Mais le roi, étant une personne gentille, ne tue pas le ninja, mais lui coupe un bras et une jambe. La sorcière quitte sa chambre, son apparence retrouvée est celle de sa jeunesse. Votre peau est douce, votre visage est lumineux et vivant et votre énergie est indéniable. Et tandis qu'elle regarde autour d'elle, elle remarque une silhouette qui attend à proximité, un ninja solitaire qui reste silencieux, mais elle remarque rapidement qu'il lui manque un membre et une jambe. Cette perte, bien que douloureuse, ne semble pas le déranger outre mesure. Et ce qu'elle ne réalise pas, cependant, c'est que cet homme blessé a enduré d'immenses souffrances et sacrifices pour elle. Et à son insu, la fée aux ailes noires avait abandonné ses propres ailes pour
pour le sauver, lui épargnant la vie au prix d'un grand sacrifice personnel. Les ailes de la fée étaient son bien le plus précieux, étant l'essence de son être, mais elle les abandonna pour sauver ce fidèle ninja. La sorcière, qui dormait profondément depuis longtemps, oublia une grande partie de son passé et des personnes qu'elle avait rencontrées. Savait a pris soin d'elle, y compris du ninja qui se tient devant elle maintenant. Sans le reconnaître, elle jette un regard indifférent et désinvolte dans sa direction et commence à s'éloigner. En voyant cela, le ninja ressent un pincement de tristesse dans son cœur, réalisant qu'il ne se souvient de rien de leur connexion. Il se tourne calmement pour partir, le cœur lourd à cause des mots non prononcés. Cependant, alors qu'il commence à s'éloigner, la fée aux ailes noires apparaît, se moquant de lui d'un ton fougueux, lui disant de ne pas reculer sans dire la vérité. Il doit confesser son amour à cette personne qu'il a désirée en silence pendant si longtemps, mais le ninja, plein d'humilité et de gratitude, répond que cela n'a pas d'importance si son amour n'est pas reconnu. Il est content de savoir qu'elle est en vie et en sécurité. La fée, outrée, pousse un cri furieux, se souvenant de ses sacrifices. Elle dit qu'elle lui a donné ses ailes, devenant faible et mince dans le processus, tout cela pour voir son amour se réaliser. Elle refuse de le laisser partir par lâcheté et le met au défi de rester et d'affronter la sorcière avec courage et d'essayer de gagner son cœur peut-être une fois de plus. À ce moment-là, lorsque le ninja se retourne, il remarque que la sorcière est approchée par deux personnages suspects. Au début, il suppose qu'elle est encore assez puissante pour faire face à des menaces aussi insignifiantes et ne fait rien, mais la fée aux ailes noires dit qu'elle ne peut sentir aucune magie chez la sorcière et que son pouvoir semble avoir disparu pendant son long repos. Cette révélation pousse le ninja à entrer en action et sans hésitation, il court vers la sorcière, déterminé à la protéger de tout danger. Il chasse rapidement les deux hommes qui ont osé l'approcher et à sa grande surprise, il découvre que les deux personnages ne sont pas de simples bandits, mais plutôt ses propres frères jurés, les démons qui sont arrivés avec la fée aux ailes noires pour jouer un rôle dans leur histoire d'amour. Ils sont également venus l'aider à surmonter sa peur et à reconquérir le cœur de la sorcière, espérant que grâce à leur intervention, le ninja et la sorcière réaliseront enfin leur amour et s'uniront. Les aventuriers se disent au revoir à la sortie du labyrinthe, chacun suivant son propre chemin, mais promettant de se revoir quand le destin le permettra. Ensemble, ils retournent en ville, épuisés et épanouis. Ils décident de se détendre dans une auberge voisine, et maintenant réunis, ils veulent savoir comment le mystérieux mage parmi eux a réussi à invoquer Setu. Le sorcier admet qu'il peut à peine se souvenir des détails, il se souvient avoir pratiqué sa magie un jour, comme il le fait toujours, puis de nulle part, Setu est apparu dans la chambre de Rael'Za, et l'apparence de Setu est un mystère même pour lui, et il exprime un sentiment de culpabilité, expliquant qu'il n'avait pas l'intention de transporter Setu dans leur monde sans sa permission. Cependant, Setu, appréciant l'honnêteté du magicien, n'éprouve aucun ressentiment et se sent en fait reconnaissant pour ce coup du sort, car il l'a sauvé d'un terrible accident dans son propre monde. Le groupe reste assis dans un silence pensif, jusqu'à ce que Lafa exprime une idée qui trotte dans la tête de tout le monde. Elle suggère que si la magie du sorcier était suffisamment puissante pour amener Setu dans leur monde, peut-être que cette même magie peut le renvoyer d'où il vient. Cette possibilité déclenche une vague d'émotions contradictoires à la table. Pour Rael'Za, elle ne veut évidemment pas qu'il parte. Elle ressent une vague de résistance et se souvient de la promesse que Setu a faite de rester à ses côtés. Elle devient triste et finit par quitter l'auberge avec les larmes aux yeux, et Setu la suit. Tout le monde se met alors à la recherche de Setu et Rael'Za, craignant que des monstres ne se cachent dans l'obscurité. Pour couronner le tout, Rael'Za a également laissé son épée derrière elle, et Setu se sent également en conflit quant à sa place dans ce nouveau monde. Et Rael'Za semble être au courant de son inquiétude, et lors d'un moment ensemble, elle lui demande s'il veut retourner dans son propre monde. Et Setu admet qu'il ne veut pas vraiment y retourner, révélant que personne ne veut de lui là-bas. Et au moment où il commence à s'ouvrir, un monstre ressemblant à un mille-pattes apparaît, recouvert d'une épaisse armure. La créature est rapide et avance vers Rael'Za. Saito se fige. Cependant, Rael'Za utilise une incroyable réserve de force et déchire le monstre à main nue, le divisant en deux. Alors que le corps du monstre tombe sans vie dans l'eau, Rael'Za se relève victorieuse, mais visiblement ébranlée et avec ses émotions encore vives. Elle révèle alors à Setu à quel point elle l'apprécie. Et Setu, toujours secoué mais soulagé d'être en vie, s'approche pour examiner ses blessures. Il lui applique un petit pansement et montre qu'il se soucie profondément d'elle, et exprime également son désir de rester à ses côtés pour toujours. Rael'Za est émue, mais tente de cacher ses émotions. Elle essaie même de changer la conversation en commentant les connaissances croissantes de Setu sur les monstres. Et malheureusement, avant qu'ils ne puissent montrer davantage leurs sentiments, le sorcier et Lafa arrivent sur les lieux. Rael'Za, inquiète pour l'avenir de Setu, demande au vieux mage s'il pourrait utiliser sa magie pour renvoyer Setu dans son monde d'origine. Le sorcier considère l'idée, mais explique que même s'il avait le bon livre de sorts, renvoyer Saito dans son monde le remettrait exactement dans la même période et la même situation qu'il a laissé là-bas. C'est-à-dire juste devant un camion rapide. Et donc, il mourrait instantanément. Et bien que cette pensée apporte à Setu une tristesse momentanée, il la rejette rapidement en disant qu'il n'avait pas prévu de revenir de toute façon. Il se rend compte qu'il a enfin trouvé un endroit où on a besoin de lui. Et maintenant, avec sa détermination réaffirmée, il décide de rester un aventurier aux côtés de Rael'Za et de ses compagnons. Après cela, quelques mois s'écoulent, après une intense bataille contre les esprits des ténèbres. Jusqu'à ce que, de nulle part, tout le monde reçoive la nouvelle choquante que le sorcier est décédé. Le groupe est surpris, surtout Rael'Za. Elle pense à toutes les solutions possibles pour le ranimer, demandant au messager s'il a des potions de réanimation ou s'ils peuvent emmener le corps du vieil homme dans un temple voisin. Mais le messager dit que toutes les options leur feront dépenser beaucoup d'argent. Il dit que le corps du vieil homme a été placé dans un simple hangar pour éviter la décomposition, mais
même cela ne l'a pas protégé. Et un chien sauvage a réussi à mordre une partie du corps du sorcier, ce qui ne leur a laissé d'autre choix que de l'enterrer rapidement pour éviter tout manque de respect supplémentaire. Plus tard, le groupe visite la tombe du sorcier. Tout le monde est désormais attristé par la mort du sorcier et certains se sentent même coupables, car s'ils l'avaient su plus tôt, ils auraient pu le faire revivre. Pour tout le monde, y compris Setou, il semble impossible que le sorcier soit mort à cause d'un simple poison, puisqu'ils ont déjà survécu à de nombreux autres défis ensemble. Cependant, avant d'abandonner réellement, Setou suggère de déterrer le corps du vieil homme, au moins pour essayer un sort de réanimation. Mais Raelza dit que cela nécessiterait un don énorme à l'église, une dépense qu'ils ne peuvent pas se permettre, d'autant plus que faire revivre un mage de haut niveau n'est pas une mince affaire. Setou, cependant, soutient que dans ce monde, comparé à celui d'où il vient, la mort n'a pas besoin d'être une fin absolue, et plus ils attendent sans agir, moins ils ont de chances de faire revivre le mage. Inspirée par sa détermination, Lafa est d'accord avec lui et décide d'agir rapidement. Elle se prépare à rassembler les outils nécessaires à la renaissance, prévoyant de visiter la boutique de magie pour obtenir ce dont ils ont besoin, et Raelza et Setou sont chargés de trouver les outils nécessaires à l'excavation du vieil homme. En chemin, nous voyons Lafa déterminée à trouver ce dont elle a besoin. Elle va de magasin en magasin, mais partout où elle va, il y a du monde. Après un moment de frustration et de défaite, elle retourne au tombeau. Cependant, lorsqu'elle arrive, elle est choquée. La tombe qu'ils ont soigneusement creusée est vide et le sorcier est introuvable. À ce moment-là, Setou et Raelza arrivent et sont également effrayés de voir le tombeau perturbé. Mais avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, quelque chose d'étrange attire leur attention. Une silhouette au loin ressemble à un sorcier. Cependant, quelque chose chez lui semble anormal. Une telle personne se tient seule, tirant des vagues de feu dans le ciel en rafales chaotiques. La figure ressemble à un squelette. Et pendant un instant, Raelza et Setou se demandent si cela pourrait être leur mage, en quelque sorte ramené à la vie sous cette forme tordue. Ils continuent à cracher du feu sauvagement, sans concentration ni contrôle. Et réalisant qu'ils sont en réel danger, Raelza et Setou se cachent derrière un gros rocher. Cependant, Raelza sent dans son cœur qu'elle n'a pas d'autre choix que d'affronter cette menace, même si elle est dangereuse. Rassemblant son courage, elle décide qu'elle doit agir. Elle court vers le squelette, avec Setou juste derrière elle. Elle lève son épée et frappe la tête du squelette de toutes ses forces. Sa lame lui convient, mais à sa grande horreur, elle n'a presque aucun effet. La tête du squelette tremble sous l'impact, mais reste intacte, à peine affectée. Raelza se rend vite compte que son arme est inutile contre cet ennemi, et seule une arme magique peut briser les défenses de ce squelette. Et en voyant Raelza se battre, Setou a une idée. Il court vers elle, portant une bouteille d'eau bénite. Mais au moment où Setou essaie de lui remettre la bouteille, le squelette se tourne vers lui et libère une violente explosion de feu. L'explosion brise instantanément la bouteille, renversant de l'eau bénite sur le sable. Tout le monde perd espoir et le squelette prépare maintenant une autre attaque puissante. Et sa cible c'est Raelza. Soudain, alors que tout semble vraiment perdu, une force frappe le squelette venant d'une direction inattendue. Le coup est si puissant qu'il fait tomber complètement la tête du squelette. Tout le monde se retourne pour voir qui les a aidés. Et cette silhouette ressemble à leur sorcier, mais d'une manière étrange. L'ombre marmonne, répétant quelque chose d'une voix qui ressemble à celle du vieux sorcier. Raelza dit rapidement que, sans aucun doute, c'est la voix du sorcier. Et Setou ressent une vague de soulagement, heureux de voir son ami en quelque sorte vivant. Mais à mesure qu'ils se rapprochent, ils se rendent compte que l'apparence du sorcier est loin d'être normale. Son corps est squelettique, son visage est mince. Et quand Raelza essaie de comprendre ce qui s'est passé, le sorcier lui-même semble confus, disant qu'il était simplement allongé. Et puis il a perdu connaissance. Mais alors quelque chose d'étrange commence à se produire. Il existe des moyens par lesquels l'éthique du mage change lentement, sa chair et ses os revenant petit à petit. Et le sorcier commence à retrouver son apparence d'origine. Et malgré l'étrangeté, ils se sentent tous les deux calmes, avec le sorcier à leur côté, prêt à affronter les dangers qui les attendent. Plus tard, à l'auberge, le sorcier leur annonce qu'il a signé le contrat de résurrection. Ce qui veut dire que même s'il meurt, il reviendra à la vie après un jour. C'est une magie de haut niveau. Et ce n'est efficace qu'une seule fois. Setou dit, avec joie, qu'il est heureux de voir que le sorcier est revenu à la vie. Mais soudain, le visage du sorcier se transforme en squelette puis revient à la normale. Et Lafa déclare alors qu'une partie du corps du vieil homme manque. Et c'est pourquoi la magie de la renaissance ne fonctionne pas sur lui. Et ils ne peuvent rien y faire. Entendant leur conversation, le nain qui aime le sorcier entre dans l'auberge et déclare qu'il va aider le sorcier. Et montrez-leur la grande encyclopédie de la magie qui contient tous les sorts, appelée Magicpedia. Selon le livre, lorsque la magie de la renaissance échoue parce qu'une partie du corps manque, ils doivent ramener la partie manquante. Même si la viande est mangée et consommée, l'énergie magique restera dans la personne qui l'a consommée. Par conséquent, s'ils trouvent le chien qui a mangé la partie du corps du sorcier et apporte son énergie magique, le sorcier pourra vivre complètement. Le lendemain matin, ils partent à la recherche du chien avec l'aide du nain, mais ils sont incapables de détecter la magie. Soudain, l'elfe des bois s'approche d'eux et est surpris de voir la forme squelettique du sorcier. Plus tard, ils découvrent que le chien qui a mangé une partie du sorcier a une marque rouge sur le front. Il s'agit d'un chien qui se trouvait à la périphérie de la ville et il y avait même une mission pour le vaincre. Cependant, l'elfe n'a pas accepté. Saito déclare qu'ils doivent accomplir cette mission et attraper ce chien. Ils se rendent donc dans le désert où les cadavres sont enterrés. Le mage et Saito s'arrêtent à un endroit pour se reposer tandis que Raelza et les autres marchent devant. Le sorcier dit à Saito que Raelza était orpheline quand il l'a trouvée. Elle avait perdu son père dans une attaque de loup et sa mère était morte en combattant le compagnon du loup. Depuis lors, elle a vécu avec un louveteau et s'est liée d'amitié avec lui jusqu'à ce que le sorcier la trouve. Et pour le vieil homme, Raelza est comme sa propre fille. Il demande donc à Saito de l'emmener avec lui partout où il va.
va. Saito est un peu confus et répond qu'ils doivent également prendre en compte les sentiments de Raelza. Et le vieil homme a déjà dit qu'elle l'aimait beaucoup. Saito accepte et dit qu'il fera de son mieux pour rendre Raelza heureuse. En entendant cela, le sorcier serre Saito dans ses bras et commence à sangloter. Et soudain, le chien sauvage, doté d'une énergie magique folle, saute sur le sorcier et lui mord la main. Et quand Saito essaie de le sauver, il est également attaqué. Lorsque Raelza et Lafa courent à leur recherche, ils les trouvent tous les deux allongés sur le sol, gémissant de douleur. Alors que le chien sauvage est juste devant eux, Raelza demande à Lafa d'aider Saito avec sa magie de réanimation puisqu'il respire encore. Alors qu'elle s'occupe du chien sauvage qui mâche les parties du corps du sorcier, Raelza crie avec colère qu'elle va couper le chien sauvage en morceaux et récupérer les parties du corps du sorcier. En disant cela, elle court vers le chien. Alors qu'il court vers elle et que les deux s'affrontent brutalement, le chien libère un souffle de feu qui fait exploser l'armure de Raelza. Mais malgré cela, elle attaque le chien et le frappe dans son nerf vital, le blessant. Et juste au moment où elle essaie de le tuer, un adorable louveteau blanc apparaît et commence à aboyer sur Raelza. Elle se rend vite compte qu'il s'agit du chiot de la chienne, et en entendant la voix de son chiot, le loup se lève avec difficulté et marche vers Raelza, lui demandant de le tuer. Mais épargnez la vie de votre fils. Raelza regarde le loup, mais Setou attire son attention en disant que le sorcier ne respire pas. Raelza déclare qu'elle épargnera le petit, mais coupera les membres du loup pour récupérer l'énergie magique de son ami et le sauver. Mais au moment où elle lève son épée pour le faire, deux tentacules transpercent le corps du loup et Lafa crie, disant que c'est le grand démon. Le démon commence à disparaître avec le corps du loup, mais Setou prend rapidement une encre de sa ceinture à outils et l'enroule autour du corps du loup, déterminé à ne pas lâcher prise jusqu'à ce que le mage soit ressuscité. Lafa imprègne rapidement l'épée de Raelza avec sa magie, et Raelza demande au roi démon de laisser partir le chien, mais il ne le fait pas car il veut se venger de son frère mort. Il ajoute que ce chien aurait déjà dû dépérir et mourir, mais qu'il a fini par ingérer une énorme quantité d'énergie magique, et son maître lui a donc ordonné de le reprendre. Le démon commence à chanter la malédiction des 7 rayons, et Raelza court vers lui pour sauver le loup avant la fin des chants, mais la malédiction est déclenchée et Lafa libère une barrière dorée pour sauver Raelza. Raelza saisit l'opportunité et poignarde le démon avec son épée. Cependant le maître du démon revient à la surface et les attaque avec une énergie de feu, et Lafa s'évanouit tandis que Raelza la sauve. Le roi démon émerge de son corps et Raelza réalise qu'il est l'un des ennemis les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Elle demande à Setou de prendre Lafa et de s'enfuir, promettant qu'elle le retiendra. Elle lui demande de laisser le sorcier et le chien, et elle les reprendra avec elle. Setou court avec Lafa et essaie de prendre le chiot aussi, mais le chiot ne veut pas partir. Setou se demande ce qu'il devrait faire pour sauver ses amis, tandis que Raelza doit faire face au brutal roi démon. Le roi démon enroule ses tentacules autour de Raelza et dit qu'elle fera un beau spécimen. Il essaie de lui percer le cou avec ses tentacules, mais Setou court vers lui avec son coupe-fil et lui coupe son tentacule. Raelza coupe ensuite le roi démon en deux moitiés, mais dès qu'elle touche son noyau, la malédiction de glace est libérée. Cependant, Setou intervient et prend la malédiction sur lui, étant gelé. Raelza continue de combattre le démon pour sauver Setou de la mort. À proximité, Setou avait placé le corps du sorcier près du globe, et maintenant le vieil homme pouvait sentir une énergie magique près de son corps. Son âme arrive dans un autre royaume où le chien mort demande au sorcier de prendre soin de son chiot en échange de son énergie magique, et le sorcier accepte rapidement. D'autre part, Raelza est gravement blessé, du sang coule de son corps, mais soudain la tête du démon est coupée et la glace de Setou est brisée. Il tombe dans les bras de Raelza et les deux réalisent que le vieux sorcier est de retour avec toute sa force et son pouvoir magique. Le vieil homme attaque le démon avec ses épées magiques qui transpercent son corps et le tue. Après avoir fait cela, il marche vers Setou et Raelza, et maintenant, parce qu'il a absorbé l'énergie magique du chien, il a gagné une paire d'oreilles et une queue. Il dit à tout le monde que le chien lui a donné son pouvoir, mais maintenant ils doivent prendre soin de son chiot. Mais il veut rendre une partie de la force du chien pour le réanimer avec son chiot. Mais, de nulle part, une rafale de vent apparaît et renverse le vieux sorcier. Tout le monde regarde le roi démon avec perplexité alors qu'il se relève, mais le vieux sorcier n'est pas du tout blessé. Il rassemble toute son énergie et se transforme bientôt en un beau jeune homme, déclarant qu'il a retrouvé sa jeunesse. Soudain, il invoque un énorme golem avec sa magie de téléportation et les fusionne pour créer un énorme monstre de pierre. Cependant, le roi démon a facilement vaincu son golem. Puis, le courageux sorcier riposta avec un coup de poing puissant, frappant le roi démon en plein visage. Et profitant du moment, il ordonna aux pierres brisées du golem de se rassembler et tenta d'écraser le démon qui se trouvait en dessous. Utilisant sa magie, il resserra son emprise, forçant chaque pierre à s'attacher au corps du roi démon, le piégeant complètement en place. Cependant, le vieux mage savait que ce n'était pas suffisant, et il érigea à la hâte une grande barrière autour d'eux, espérant les protéger de la colère implacable du roi démon. Et maintenant, dans une dernière tentative désespérée pour mettre fin à ce combat, le sorcier commença à invoquer son arme ultime, en plus de l'épée de feu à 8 pointes, une formation de feu connue sous le nom d'épée de feu de guerre. Mais lorsque le moment de gagner cette bataille s'est approché, son esprit est devenu vide. Il a oublié comment libérer toute sa force. Cette erreur le laissa complètement vulnérable, et le roi démon, sentant sa faiblesse, s'avança pour le frapper. Alors que le roi démon s'approchait, prêt à l'achever, Setou entra en scène, brandissant l'épée de Raelza, et d'un coup rapide, Setou coupa le bras du démon, arrêtant son avancée. Cette attaque inattendue a donné au mage l'opportunité dont il avait besoin, et Setou l'a exhorté à canaliser sa magie du feu pour brûler le roi démon. Et ensemble, ils ont libéré les flammes brûlantes qui ont finalement englouti un ennemi monstrueux. Et lorsque le feu se dissipa, une vague de soulagement les envahit, signalant que le roi démon avait été vaincu.
vécu. Raelza courut évidemment pour serrer Setou dans ses bras, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une vision surprenante l'arrêta. Littéralement, la tête du roi démon conserva sa vie et chargea vers eux. Cependant, le petit ourson attaqua la tête, éliminant les derniers restes du roi démon. Peu de temps après, le chiot fut pris de rage et commença à aboyer sur Setou et le sorcier, les accusant d'avoir tué son père. Le sorcier sentit la douleur du petit et le souleva avec précaution, lui permettant de le sentir. Et d'une certaine manière, l'odeur familière semblait calmer le petit, car l'énergie du sorcier lui rappelait l'énergie de son père. Et le vieil homme, ému par la perte de la petite créature, prit une décision audacieuse. Il a versé une partie de son énergie vitale dans la forme sans vie du chien sauvage. Et malgré les protestations de ses compagnons, petit à petit le chien sauvage reprit vie, se réveillant pour voir son chiot pleurer à côté de lui. Le fait que le sorcier ait fait cela a affecté son pouvoir, ce qui l'a fait s'évanouir d'épuisement. Et après une bonne nuit de sommeil, le sorcier s'est complètement rétabli. Et il est même revenu pour provoquer des problèmes entre les clients et le personnel de l'auberge. Plus tard, Raelza et Setou se dirigent vers le sommet du labyrinthe, grimpant jusqu'à un endroit privilégié d'où ils peuvent avoir une belle vue. Et c'est à ce moment-là que Raelza partage quelque chose de très spécial sur elle-même. Elle raconte à Setou que pendant qu'il se reposait, elle s'est retrouvée à parler à un chien errant qu'ils ont rencontré en chemin. Et pour quelqu'un d'aussi réservé que Raelza, cela semble hors du commun. Mais elle explique ensuite que le chien lui rappelait un louveteau qu'elle avait connu. Dans ses jeunes années, Raelza a passé 3 hivers avec ce louveteau, survivant ensemble à des moments difficiles. Et à cause de cela, elle pense qu'elle n'est pas douée pour traiter avec les gens. Et parce que Setou l'accepte telle qu'elle est, elle dit qu'elle apprécie beaucoup sa présence. Et Setou finit par laisser échapper qu'il a besoin d'elle dans sa vie plus que de quiconque au monde. Et quand la romance entre eux commence à se renforcer, le nain court vers eux. Et sa voix brise complètement le romantisme. Il dit qu'il a besoin de l'aide de Setou. Et il le retire avec urgence, tout en laissant Raelza seule sur le toit. Plus tard, lorsque le chaos se calme, Setou rencontre le mage dans une pièce silencieuse. Il sort un petit pot de miel et l'offre au sorcier. Cette simple friandise crée un rare répit dans l'épitrerie du sorcier. Peu de temps après, Setou cherche à nouveau Raelza. Cette fois avec un cadeau soigneusement conçu, qui est une arme filée et robuste qu'il a fabriquée spécialement pour elle. En l'examinant, elle remarque une petite épingle à cheveux, astucieusement attachée à la poignée du pistolet. Elle retire la pince et la place dans ses cheveux, reconnaissant son geste. Leur prochain voyage les amène face à face avec une bête magique, une manticore dont l'apparence ressemble beaucoup à celle du sorcier. Raelza abat la créature d'un seul coup, et il semble qu'elle soit devenue beaucoup plus forte depuis. Tout cela grâce à la confiance née entre elle et Setou. Plus tard, Setou prépare un bain pour Lafa, et elle est heureuse de prendre un petit bain pour se détendre et profiter. Plus tard, les deux finissent par s'endormir à cause de l'épuisement. Et le lendemain, quand ils se réveillent, Lafa n'est plus une petite fée. Elle a grandi jusqu'à atteindre la taille d'un humain. Après un certain temps, les deux sortent ensemble pour une promenade au cours de laquelle Lafa saute de joie, car elle est revenue à sa taille normale, ce qui indique que sa malédiction a été brisée. Soudain, Setou lui donne une belle cape, mais elle refuse de l'accepter car elle n'a pas de pièces d'or à donner à Setou. Mais Setou dit que c'est un cadeau. Lafa enfile alors le manteau et se met à courir joyeusement, mais soudain elle tombe sur un bandit. Le bandit marche vers elle d'une manière intimidante et commence à la déranger, mais Setou intervient pour la protéger. Le bandit regarde Setou et lui demande s'il est celui qui a trouvé la nouvelle porte du labyrinthe, et se moque de lui en le traitant de lâche alors que ses coéquipiers sont très forts. Il crie à Setou d'arrêter d'agir comme un grand homme juste parce qu'il est un peu célèbre, puis se prépare à frapper Setou. Mais Setou attrape rapidement son bras et le tord, le faisant tomber face contre terre, et suppliant Setou de le lâcher. Plus tard, Lafa revient à sa taille normale, et un peu plus tard, tout le monde regarde le récipient dans lequel elle a pris un bain et l'a transformé en humaine. Bientôt, elle ne vient plus à son secours et lui dit que le sorcier a beaucoup de choses étranges qui font que les fées reviennent à leur taille normale pendant un certain temps, et cela doit être l'un des objets. Après cela, Setou démarre une entreprise de bricolage dans ce nouveau monde, et petit à petit son entreprise commence à réussir, et finalement Setou se rend compte que dans ce monde, il est un grand bricoleur qui est aimé de tous.